Donc, pour faire en sorte que on puisse aller à la fois rapidement et de manière efficace et synthétique, ce qu'on vous propose, c'est non pas une restitution par atelier, parce que ça serait un peu déséquilibré vu qu'on n'a pas tous modéré le même nombre d'ateliers, on n'a pas été présents forcément aux mêmes ateliers, mais plutôt qu'on essaie de faire une restitution synthétique des points saillants qu'on a eu pendant ces 3 demi-journées, ce qui nous paraît particulièrement matière à débat ou matière à plus ample discussion pour la suite. Donc, si l'un d'entre vous veut commencer. Serge, oui, mais alors j'accepte ta proposition qui est de ne pas faire une synthèse, parce que en effet, j'avoue que je n'ai pas mes notes sous les yeux, et donc je voudrais me limiter juste simplement à points saillants, mais alors d'être horriblement égocentrique et de revenir simplement sur la petite conférence que j'avais faite pour simplement rappeler pour quelles raisons j'avais soulevé les 2 exemples de Samoa et de Nouvelle-Zélande et reposer la question. Construire une unité suppose que les différentes composantes divisées sont englobées quelque part dans une certaine unité qui est à construire et qui se fait jour ou pas. Si on le fait, l'exemple de Samoa a montré que ça marchait. Si on ne le fait pas, c'était un peu l'exemple de la Nouvelle-Zélande. Alors je ne veux pas, négativiser ce qui se passe en Nouvelle-Zélande. Je constatais simplement qu'aujourd'hui, comme depuis très longtemps, on continue à ne pas trouver un terrain d'entente immédiat quand, c'était l'exemple que je prenais, il y a des commémorations sur le capitaine Cook, l'arrivée des Anglais en Nouvelle-Zélande, etc. Et quand on regarde le programme de ces grandes commémorations qu'ils ont prévues, moi j'ai pas pu m'empêcher de penser pourquoi ils ne se sont pas réunis d'abord pour demander, bon, est-ce que tout le monde est d'accord que l'accent soit mis, parce que c'est un peu ce qui est le cas en ce moment, mais il n'y a pas eu un accord, que l'accent soit mis sur on commémore l'arrivée des Anglais, mais aussi on met dedans tous les voyages de peuplement dans le Pacifique, c'est ce qu'on voit sur le site, ou bien on fait le contraire, on dit on commémore le peuplement de la Nouvelle-Zélande et on y incorpore l'arrivée de Cook. Or là, visiblement, cette question de la hiérarchie de l'image ou de la référence n'ayant pas été posée, on se retrouve à quelques mois du début à ce que les deux camps, ce qui n'était pas prévu au départ, parce qu'il n'y avait pas 2 camps au départ, mais c'est maintenant que la polémique monte, comme les commémorations sont tout proches, où l'on continue à certains côtés à dire les Anglais nous ont apporté la civilisation, d'autres les Anglais sont venus et ont tiré et ont tué. Qu'il y ait ce genre de débat, ça ne m'étonne pas, mais moi j'y vois simplement le fait que, et pourtant il y a des gens très bien dans tous ces comités, ils ne se sont pas posé la question sous quelle valeur englobante on va mettre ces commémorations-là pour mettre tout le monde d'accord, et à quelle place, à ce moment-là, secondaire, même si on lui donne toute l'importance qu'on veut, on va étaler ou, disons, montrer les divisions. Donc, bref, c'était un exemple un peu simpliste, mais pour dire, si on commémore l'arrivée de Cook, c'est évident que les voyages polynésiens anciens, et donc le peuplement maori ancien, et donc les revendications maori aujourd'hui, continueront, même pendant ces célébrations, à dire « mais nous, on n'est pas les enfants de Cook ». Donc il fallait poser cette question sous quelle unité on commémore, ça n'a pas été fait. Donc c'était juste pour dire que on suivra avec attention comment ça va se passer, mais c'était simplement
l'exemple que je voulais donner, en contraste un peu avec l'exemple que j'avais pris de Samoa. Encore une fois, évidemment que les choses là-bas étaient relativement simples, mais où il y a eu tout ce travail de se mettre d'accord sur une appartenance à une citoyenneté définie pour tout le monde, qui a créé une nationalité, qui a permis que le pays ne soit plus un dominion ou un trusteeship. Et à ce moment-là, on pouvait avoir toutes les catégories secondaires que l'on voulait pour la tenure foncière, pour le droit électoral, etc. Il faut aussi souligner avec l'exemple samoan, je reviens à une chose qu'avait dite Patrice, je crois, à un moment donné. Encore une fois, je n'habite pas ici, je regarde les choses de l'extérieur. Donc je me permets juste de citer quand Patrice disait, il faut peut-être changer le fait que c'est le gouvernement français qui veut s'ériger, ou qui s'érige de fait, ou à qui on demande, d'être plus ou moins l'arbitre des différentes négociations qui se font depuis un certain nombre d'années, puisqu'il est à la fois quand même juge et partie. Alors que ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande et pourquoi ça a bien marché, c'est que le négociateur, disons, c'était les missions des Nations Unies. Il y avait la Nouvelle-Zélande d'un côté, les Samoans de l'autre, mais le négociateur était ni l'un ni l'autre. C'était les commissions des Nations Unies, alors qui venaient bien sûr avec un certain nombre d'idées toutes faites sur ce que c'est que la démocratie à l'occidentale. Ces commissions des Nations Unies étaient composées de plusieurs commissaires qui venaient de pays et de nationalités différentes. Mais même s'ils avaient des idées, disons, toutes faites sur ce que doit être un État démocratique à l'occidental, ils avaient un rôle de négociateur qui était ni Nouvelle-Zélande, ni Samoa. Donc là aussi, c'est peut-être un exemple qui pourrait être intéressant. Voilà. Caroline, tu veux intervenir ? Oui, merci. Mais je voudrais remercier tous les intervenants de ces différentes tables rondes. Ça a été riche, diversifié. On aimerait bien que ça continue d'ailleurs, parce qu'on a bien senti qu'il y avait de l'engagement dans les propos scientifiques. Et puis surtout, je voudrais souligner la modération à la fois des propos et en même temps, justement, cet engagement, le fait que les propos scientifiques qui ont été tenus ici sont contextualisés, c'est-à-dire ils se confrontent aussi à une certaine réalité du terrain. Donc il y a vraiment une possibilité, une nécessité, on le sent, d'approfondir ces débats, de continuer, de poursuivre ces discussions. Moi, j'ai retenu 2 notions fondamentales qui ont été évoquées pour parler des composantes culturelles de ce pays, qui sont l'enracinement, dans la terre kanak où nous nous trouvons. Et cet enracinement va fonder, quoi qu'il arrive, la légitimité historique des populations de ce pays. Et puis l'appartenance, qui est ce sentiment d'adhésion ou pas, d'ailleurs, à une identité commune qui doit se construire. Alors elle va se construire sur des antagonismes, des clivages, des reformulations, en les reconnaissant pour mieux les dépasser. Donc pour conclure, pour ma part, une société calédonienne multiculturelle, oui, ça c'est sûr. Fragmentée, elle l'est aussi. Et on voit bien qu'il est urgent, à contrario, de construire ces passerelles entre les composantes culturelles qui, pour le moment, se côtoient plus qu'elles ne créent des liens. D'où le rôle des sciences sociales, qui sont là aussi pour se saisir de cette urgence, avec un souci permanent qui est celui de la pluridisciplinarité, comme on a tenté de le faire durant ces 2 jours, et puis aussi du croisement des regards à la fois endogènes et exogènes, pour faire un clin d'œil à John Passa et Patrice Godin. Merci à tous. Virginie, tu veux rajouter quelque chose ? Vraiment, en 2 petits mots, moi, ce que je retiens, et pour évidemment abonder dans le sens de Caroline, mais ce que je retiens aussi, c'est cette question peut-être posée pour évidemment le constat, il est fait de la multiculturalité de la société calédonienne. Néanmoins, je pense qu'il a été évoquée la notion d'interculturel qui, me semble, est encore peut apparaître encore assez mal distinguée de cette notion de multiculturalité. Et je pense que c'est dans
quelque part dans justement la distinction de ces deux notions et et ce qui a été montré, ce que je retiens des communications de ces 2 jours aussi, c'est la nécessité de repenser d'une manière originale en partie les politiques culturelles, et c'est ce peut-être à quoi je suis le plus sensible. Alors c'est ce que je retiens, justement dans une perspective interculturelle, pour permettre justement en tout cas tenter un fonctionnement de ce multiculturalisme qui, en tout état de cause, sans projet interculturel, ne fait que cohabiter. Et je repense évidemment notamment à l'intervention de Louis Lagarde et de la proposition de changer le regard, de s'approprier ou de se réapproprier différemment le patrimoine, mais dans l'ensemble, la politique culturelle, à mon sens, elle est encore et la politique interculturelle, elle est encore à inventer, à imaginer, de manière à faire mémoire, à faire sens de manière commune. Voilà ce que je peux modestement, encore une fois, et ce qui m'a touchée particulièrement. Léa-Di. Tu commences ? Non, ok, je vais commencer. Alors, il m'a également semblé que l'un des dénominateurs communs de ce colloque était également la jeunesse, ou peut-être les jeunesses. Les jeunesses telles qu'elles étaient représentées dans les langues, mais aussi à travers la création littéraire. Alors, les créations littéraires, je pense notamment à l'intervention de Virginie Soula, qui à travers la littérature, a représenté une jeunesse en tension avec son passé, le passé colonial, celui des événements, une jeunesse en tension également avec les assignations identitaires, politiques. Elle a pris par exemple l'exemple du slammer Paul Wameau, qui déjoue justement selon des modalités contrastées, parfois avec humour, parfois avec colère, qui déjoue justement la polarisation politique du pays, mais aussi les catégorisations ethniques, sociales. Autre exemple stimulant, c'est celui bien sûr du romancier Vincent Vuibert, avec ses Chroniques de la mauvaise herbe en 2013, qui a créé des personnages qui quadrillent Nouméa, qui se défient, se jouent des frontières entre les quartiers nord, les quartiers sud de Nouméa, et qui franchissent des lieux qui leur sont tacitement interdits, du fait de frontières héritées de l'époque coloniale, peut-être aussi des événements. Il y a par exemple aussi une peinture des squats qui permet de mettre en scène des marges qui sont ici créatrices. Autre travail stimulant, c'est celui des poètes Luc Camouy et Georges Wayerol, qui ont décrit la particularité de la construction des savoirs culturels kanaks, savoirs culturels dont la vitalité justement dépend de la parole et de l'écoute donnée à cette jeunesse. Et ensuite, il y a aussi le travail de Fabrice Ouachali, le travail accent, qui est une véritable thérapie artistique qui est pensée à partir de la pratique du selfie. Fabrice Ouachali et Latiana, je l'oubliais, et Latiana Razafi. Donc, thérapie artistique pensée à partir de la pratique du selfie, qui a permis à nos étudiants de témoigner des micro-agressions dont qu'ils ont pu subir et qui sont donc des freins quotidiens à notre vivre ensemble. Donc on peut faire le pari que ces regards interdisciplinaires posés sur la jeunesse ainsi que la parole donnée vont participer à en faire une véritable force de contribution à cette communauté de destin que nous avons essayé de décrire, que nous avons cherché pendant ces 2 jours. Non, mais c'est sur notre partie. Moi, j'ai noté quelques trucs, mais toi, tu... Oui, je voulais juste rajouter un petit mot sur un des thèmes abordés, l'enseignement des langues, la pluralité des langues dans le multiculturalisme. Évidemment que
quand je vous entends, je vois bien que tout le monde est évidemment d'accord pour faire la plus grande place possible à un enseignement plurilingue, donc bien sûr l'enseignement du français, d'autres langues vivantes internationales aussi, l'anglais, et bien sûr les langues kanak. Et là, je donne dans le désordre, on pourrait parler dans quel ordre il faut présenter ça. Et je sais que les débats ici sont extrêmement vifs et loin d'être conclus sur les volumes horaires. Mais je voulais juste rajouter, est-ce qu'on peut se dire que les statuts des langues dans des sociétés qui veulent créer une unité, mais dont l'histoire est multilingue, est-ce que les statuts des langues peuvent être complètement égalitaires dans un multiculturalisme qui n'aurait aucune autre définition? Il y a un point où c'est pas possible, c'est le juridique. Je pense à l'exemple simple du traité de Waitangi chez les Maoris, il y a donc bien longtemps, mais où on définissait la souveraineté du point de vue des Anglais, le statut des terres, la chefferie, etc., et où l'idée de souveraineté anglaise a été mise avec un mot inventé par les Anglais, transcrit en maori, qui évidemment n'a pas été compris. Tout le monde s'est séparé avec une interprétation différente, mais le résultat est que peu après ont commencé les grandes guerres avec des milliers de morts. Dans la constitution de Samoa, c'est un peu pareil. Bien sûr que tout était fait en samoan et en anglais. Il y a eu un texte bilingue, mais ensuite, les missions de l'ONU et les deux experts internationaux ont tout de même dit, bon, mais il faut savoir quelle est la version des deux qui aura force de loi s'il y a discussion. Et là, évidemment, ça a été la version anglaise. Alors je vous passe le détail, mais on pourrait montrer très précisément comment, à cause de ça, des changements qui ont pu intervenir plus tard, qui ont déformé en partie l'état d'esprit qui avait été voulu par la majorité locale en 1962. Donc, dans l'école, oui, mais il faut aussi, à un moment donné, devoir se poser la question, quand on construit une société nouvelle, avec une tradition multilingue, dans les moments les plus graves, et par exemple les textes juridiques, et par exemple la Constitution, eh bien, quelle version linguistique aura force de loi? Parce qu'une traduction n'étant jamais parfaite, il faut forcément qu'on puisse, à un moment donné, être tous d'accord pour dire, bon, ben, ça sera cette langue-là, ou celle-là, mais ça peut pas être n'importe quoi. Merci. J'abonde en tant qu'irlandiste parce qu'il y a la Constitution effectivement dans les deux langues en Irlande et celle qui fait force de loi, c'est la version irlandaise, pas la version anglaise. Merci. Moi, en reprenant un peu ce que nous avons pu discuter tout à l'heure, il y a quelque chose qui me semble, que j'ai noté qui est important, c'est que enfin on a réussi avec les avancées qui se passent aujourd'hui depuis un certain temps. Et je pense que les EPK n'ont pas été étrangers là-dedans, parce que les EPK ont amorcé énormément de choses, hein, ne serait-ce que la question des langues, la question de la reconnaissance justement des savoirs culturels qui environnent l'enfant. Et c'est un peu sur ces points de cécité à un moment donné que la société a longtemps marché, et que maintenant on arrive à reconnaître. Et aujourd'hui, eh ben les choses évoluent et on arrive à ce que décrivait le vice-recteur tout à l'heure et ce que la personne de l'IGPE en même temps parlait de progresser, par exemple, vers la question du pardon, tout ça, etc. Donc moi je noterai là-dessus. Le dernier point que j'essaierai de noter sur ce volet que nous avons eu, c'est ce que posait tout à l'heure Jessica, de ne pas oublier. Hein, c'est très intéressant de voir ce côté qui est lié au trauma que nous avons pu voir aussi durant les interventions dans l'atelier de Eddy. Le côté du trauma qui a laissé l'histoire et qui a marqué à un moment donné le contexte à la fois historique, le contexte, le pays en même temps, l'élève dans son parcours à l'intérieur de l'école. Et c'est pour ça qu'il faut multiplier un certain nombre d'acteurs pour avoir plusieurs
plusieurs facettes de voir de tous les recoins. C'est ce que j'appelle voir les encoignures de la société, là où on n'a pas l'habitude toujours de voir, mais il faut aller voir parce que c'est là où se cachent parfois les misères et aussi parfois se cachent les difficultés. Malheureusement, ces choses-là, à un moment donné, rejaillissent dans la classe et dans l'école. Merci, Eddy. Je cède la parole. Donc, 2 mots rapidement, puisque vous avez dit, je crois, l'essentiel, tout ce qu'il y avait à dire. Juste, ce que je retiens aussi, c'est que le thème qu'on avait choisi, le titre même de ce colloque, c'était la Nouvelle-Calédonie, un projet multiculturel. Le vice-recteur nous a dit tout à l'heure que c'était quelque chose d'ambitieux. On nous l'a dit aussi également que c'était un pari un peu risqué dans le contexte. C'était un projet un peu ambitieux. Je trouve ce pari méritait d'être pris et il est assez largement tenu. Parce que la qualité des débats, la richesse des débats qu'on a eus sur ces 3 demi-journées me laisse à penser, et je crois que je ne suis pas le seul autour de cette table et dans cet amphi, qu'on a énormément de grains à moudre pour les mois qui viennent. On n'a pas fini de sédimenter autour de l'ensemble des idées, des confrontations, des propositions qui ont pu jaillir à l'occasion de ces 3 demi-journées. Je voudrais revenir très rapidement sur quelques mots qui me paraissent importants, même s'ils ne sont pas les seuls évidemment, mais on a parlé bien évidemment, en termes de projet multiculturel, d'un certain nombre d'éléments qui sont liés à cette notion-là. Il y a la question d'identité, bien évidemment, et en l'occurrence la question des identités, qui renvoie à ce que disait Louis, la question patrimoniale, la question des patrimoines, dans lesquels on retrouve à traiter le cadre institutionnel, le cadre juridique, la manière dont se transmet cette identité, dont se transmettent ces patrimoines, donc les questions d'appartenance, d'enracinement. Donc je donne ça un petit peu dans le désordre, mais en réalité je vois déjà un fil conducteur qui est en train de se dessiner autour de ça. C'est-à-dire que on a effectivement une société qui est multiculturelle, mais comme le disait tout à l'heure Virginie, la question, c'est pas tant l'existence de plusieurs cultures, c'est le lien qu'il va y avoir entre ces identités, la manière dont se transmet ce patrimoine. Est-ce que c'est complètement linéaire? Est-ce que c'est complètement tubulaire? Est-ce que ça ne peut se faire que dans des cadres institutionnels juridiques qui sont imposés de l'extérieur? C'est aussi un des problèmes qui ont émergé. La logique de la calédonisation du cadre institutionnel juridique paraît légitime, mais en même temps, on voit bien aussi qu'elle est susceptible de créer des tensions. Le cadre imposé de l'extérieur crée des tensions, mais il peut être aussi synonyme d'apaisement. C'est ce que nous disait également... zut, avec son nom m'échappe. Excusez-moi. J'ai un trou. Géraldine, pardon. Ce que nous disait Géraldine, excusez-moi pour ce hiatus, à propos du cadre international dans lequel on peut inscrire évidemment aussi un ensemble patrimonial et identitaire. L'idée d'appartenance et d'enracinement, elle ne concerne pas une culture, elle en concerne plusieurs, mais aussi, et ce que je retiens également, c'est que ce lien, et merci Louis, parce que ça a été pour moi extrêmement éclairant ce que tu nous as dit hier, ce lien, il ne peut pas être que tubulaire, il ne peut pas être que vertical, littéralement, il doit être aussi horizontal, si on veut, à l'arrivée, comme le disait Virginie, que ce projet ne soit pas seulement multiculturel, mais qu'il soit interculturel. Et c'est probablement une des lignes de directrice sur lesquelles on sera amené à travailler dans les années à venir. Merci à tous. Le débat est loin d'être clos.